Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, chers amis. Bonjour à tous les abonnés ou pas de notre chaîne. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Et je fais une vidéo sur les relations un peu tendues en ce moment entre l'Algérie et le Mali. Donc, je vais commencer par vous faire écouter ces Maliens un mendiants, activiste ces algérien. Maliens que nous insultons jour et nuit, ces Maliens que nous insultons de tous les noms, que nous méprisons et que nous accablons avec les colibris les plus négatifs, les plus sales et les plus méprisants. Je vous rappelle qu'ils étaient, grâce à eux, qu'en partie nous avons pu obtenir notre indépendance. Le Mali, dès son indépendance en 1960, avec son ancien grand président, le regretté Modibo Keïta, le Mali a apporté un soutien fondamental à la guerre de libération nationale et au Moudjahidine algérien. Dès les années 1960, entre 1960 et 1962, il y avait le front du Sud qui a été ouvert au nord du Mali, notamment à Gao, où des Moudjahidines, ou des leaders de la révolution algérienne, comme le président de la République, comme l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui portait le nom d'Abdel Mali, qui vivait en particulièrement à Gao, qui organisait le circuit logistique, les armes, des munitions, des équipements importants et indispensables pour la lutte armée en Algérie, ont été acheminés depuis le nord du Mali. Et sans ce circuit logistique et sans cette solidarité du gouvernement malien dès 1960, on aurait eu beaucoup de mal à imposer l'indépendance à l'ancienne puissance colonisatrice qui est la France. Voilà. D'ailleurs, tous les livres d'histoire le disent. Tous les livres d'histoire le disent à partir du moment où voilà ce qu'on peut lire dans les textes officiels de l'État algérien. Il y a des textes officiels, des livres, des manuels scolaires algériens, des textes officiels, des traités diplomatiques, des traités signés par l'État algérien, des textes qui parlent de cette solidarité du Mali à l'égard de l'Algérie dans sa lutte pour la guerre, dans sa lutte pour l'indépendance. Dès qu'il accède au pouvoir, le Mali indépendant sous la direction du feu Modibo Keïta soutient activement le Front de libération nationale en Algérie et reconnaît en février 1961 le gouvernement provisoire de la révolution algérienne. Voilà. L'ancien siège de l'armée de libération nationale, Front du Mali, était basé à Gao. Voilà. On avait un siège à Gao. Chez ces Maliens que nous traitons aujourd'hui de mendiants, de salopards, de malades, ou qu'on méprise, ou qu'on veut absolument chasser de notre pays, ou qu'on veut expulser Manu Militari de notre pays. Voilà. Donc, il y avait le siège, le FLN. Le FLN algérien avait un siège qu'on appelait le Front à Gao, et ce siège diplomatique et politique violente qui a éclaté entre l'Algérie et le Mali, malheureusement, a donné lieu à donner naissance. Bon, on s'arrête là. On s'arrête là. La vidéo est disponible sur la page de AES Mali. On s'arrête là. J'ai voulu vous faire écouter 3 minutes, mais ça dure 1 heure. Je voulais simplement... mon objectif, c'est pas la recherche de la polémique. Ça n'a pas sa place. Et j'ai effacé plusieurs commentaires que les gens ont écrits qui sont désagréables. Je vais dire que ça n'a pas sa place. Ce que je voulais ressortir dans ce commentaire, c'est l'esprit des pères de l'indépendance en Afrique. Voilà. Ça veut dire qu'au moment où Modibo Keïta, avec le Mali, accédait à l'indépendance, il considérait que l'Algérie avait droit à être indépendant. Voilà. Il considérait que l'Algérie avait droit à être indépendant. Vous avez entendu Abdelaziz Bouteflika, son nom dans la résistance, c'était, parce que dans la résistance, les gens n'utilisent pas leur nom propre. Son nom d'emprunt, c'était Abdelkader Mali. Voilà. Il résidait à Gao. Le FLN avait son siège à Gao. Et quand vous écoutez même la bande, personne ne va plus loin en lisant les archives algériennes déclassifiées, qui disent que voilà, la Guinée avait fait venir, le Mali, à travers la Guinée-Conakry, avait fait venir un centre d'écoute de Tchécoslovaquie qu'ils avaient installé à Gao, qui permettait à l'armée algérienne de pratiquer des écoutes et d'avoir accès à des renseignements, le mouvement de l'adversaire. Et c'est ce repli-là au sud de l'Algérie qui leur a permis de revenir en force et de créer un rapport de force. Je veux dire que on n'est pas ici pour dire qui doit quoi à qui.
Ce n'est pas ce dont nous sommes en train de parler, de qui doit quoi. Nous sommes en train de dire que quand l'Algérie, au moment où elle devait être indépendante, faisait face à les exactions militaires de l'extrême droite française, elle a trouvé de l'aide et du soutien au Mali. De la même manière, c'est-à-dire que l'Algérie a trouvé une oreille attentive au Mali. De la même manière, tout le monde reconnaît que l'Algérie, une fois son indépendance, a aussi apporté un soutien à beaucoup de pays africains qui ont eu leur indépendance. Et d'autres n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Mais l'Algérie a fait ce qu'il fallait faire. Mais ce qu'on retient, c'est l'esprit des pères fondateurs, qui était de dire, voilà, nous devons travailler ensemble pour que chacun soit indépendant et que nous puissions coopérer ensemble pour construire une Afrique qui soit forte, qui soit prospère et qui puisse être une Afrique qui apporte, voilà, du bien-être à tout le monde, voilà, de la paix, de la prospérité à tout le monde. Donc, on ne peut à partir de ce moment pas évacuer les plaintes des Maliens. De quoi se plaignent les Maliens? Les Maliens disent et le démontrent dans les médias et les instances internationales que l'Algérie sert de base arrière à des organisations terroristes. Je rappelle ce que c'est qu'une organisation terroriste. Une organisation terroriste, c'est une organisation qui utilise les armes ou la violence armée sur les populations qui ne sont pas belligérantes et qui ne sont pas belligérantes, on dit ça comme ça, et qui n'ont pas elles-mêmes des armes. Quand des gens viennent au Mali, posent des bombes, tuent des gens, égorgent des fonctionnaires et fuient et se réfugient en Algérie, ce n'est certainement pas ce que nous attendons de cela. Donc, je vais dire que loin de moi de soulever une polémique, vous savez, dans les relations internationales, il faut regarder les choses froidement. Froidement, je dis bien, sans émotion, froidement. La sécurité de l'Algérie dépend du Mali. La sécurité du Mali aussi dépend de l'Algérie. Voilà. La sécurité du Mali dépend de l'Algérie et la sécurité de l'Algérie aussi dépend du Mali. Voilà. Ça veut dire que si l'Algérie commence à utiliser son pays comme base arrière pour des gens qui ont une attitude hostile vis-à-vis du gouvernement malien, et si le gouvernement malien faisait de même, ça n'arrangerait les affaires de personne ni d'un côté ni de l'autre. Quand je fais cette vidéo, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous, là, la nouvelle génération, dans un monde qui bouge, dans un monde où vous voyez les pays d'Asie aujourd'hui dire, écoutez, nous, l'Europe, c'est le passé. Hein, quand ils se mettent ensemble, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, la Chine, la Corée du Sud, le Vietnam, le Japon, etc., ils disent, voilà, nous, si on se met ensemble, nous dominons le monde. Nous serons plus puissants que l'alliance transatlantique entre l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est-à-dire que les États-Unis et le Canada. Dans cette-là, quel est l'objectif, comme on dit en anglais, the goal? Quel est l'objectif des pays africains? Est-ce que c'est continuer à se faire ce qu'on s'est fait depuis les indépendances, des petites guerres, service de base arrière à X pour déstabiliser Y, hein? On a vu ça avec Mobutu dans les Grands Lacs. Pendant qu'il était au pouvoir, c'est de chez lui qu'on déstabilisait les pays des Grands Lacs. C'est de chez lui qu'on déstabilisait la Zambie, c'est de chez lui qu'on déstabilisait l'Angola, c'est de chez lui qu'on... etc. etc. C'était une base arrière où tous les grandes puissances internationales se cachaient pour pouvoir déstabiliser et heurter les pays voisins. Mais lui-même, il a vu qu'après avoir fait ça pendant 30 ans, le résultat a été nul. Ça n'a rien apporté à la construction de son pays. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'Algérie doit prendre acte des efforts des pays de l'AES de ramener la sécurité. Parce que j'ai regardé cette semaine sur la télévision nigérienne, on a expulsé énormément de personnes originaires du Sahel, des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés, des Ivoiriens, etc., etc. Bon, soit, mais il faut savoir que ces pays ne sont pas des pays pauvres. Si ces pays sont dans cette situation, et nous le savons tous, c'est parce que dans leur pays, vous avez des grandes puissances étrangères basées en Europe qui ont orchestré le désordre là-bas, armés, avec un seul but. Pendant qu'il y avait le désordre, ils pillaient les mines d'or, ils pillaient les mines de diamants, ils pillaient l'uranium, ils pillaient beaucoup de choses et ils se sont énormément enrichis.
Hein, moi, j'ai eu accès à des vidéos des pays de l'AES que vous voyez, vraiment, c'est choquant. Et encore, les gens de l'AES sont très courtois, ils n'ont pas mis tout ça dehors. Il y avait des aéroports, des aérodromes conçus dans ces pays-là, où des gros avions, gros porteurs atterrissaient pour charger des matières premières, pour charger plein de choses. C'est ça qui a appauvri ces pays. Et cette insécurité-là, ces bandes armées, on le sait tous, c'est des gens qui ont été transportés d'ailleurs pour venir faire ces désordres là-bas. Alors, ce que les pays de l'AES demandent ou attendaient d'un pays comme l'Algérie, c'est qu'ils joignent les efforts, parce que dire que oh, les efforts diplomatiques, ça c'est rien. Sur le terrain, ils attendaient qu'ils joignent leurs efforts ensemble pour pouvoir travailler à mettre fin aux bandes armées. Parce que les bandes armées, dans un endroit, ils n'ont pas accès au port. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Où est-ce qu'ils trouvent les armes? Où est-ce qu'ils trouvent la nourriture? Où est-ce qu'ils trouvent les médicaments? Où est-ce qu'ils se replient quand ils sont blessés pour se soigner? Etc. etc. Vous avez vu par exemple le document, l'excellent travail de recherche qu'a fait Reuters sur le soutien que le Ghana apportait à ces pays-là. Et le Ghana, la nouvelle administration, le nouveau président Dramani a reconnu ça, il n'a pas nié. Il a reconnu ça, il a fait le tour de l'AES en disant, écoutez, nous allons fermer tout ça. Ça n'a plus lieu d'être ici. Donc, ils ont fermé les comptes en banque, ils ont fermé des ambassades clandestines ou informelles que ces gens avaient là-bas, des résidences où ils ont fermé même les camps d'entraînement, ils ont retiré les documents officiels qu'ils avaient. Là, c'est ce qu'on appelle le soutien au terrorisme international. Donc, je pense que l'Algérie se veut être dans la position d'être une porte d'entrée vers l'AES, d'abord pour la stabilité, la sécurité, une coopération avec les pays de l'AES, une coopération avec le Niger, une coopération avec le Tchad, une coopération avec le Burkina, une coopération avec le Mali, une coopération avec la Mauritanie et une coopération avec la Guinée. Ça, on devrait voir ça de l'Algérie. J'irais même plus loin, même jusqu'au Sénégal. On devrait voir cette coopération-là entre ces pays-là, non? Une coopération qui permet à ces pays de travailler ensemble. Deuxièmement, ce que nous voulons voir, et c'est ce que nous avions commencé sur notre chaîne ici, avant qu'il y ait cet incident-là, nous voulons voir le commerce. Quand je dis commerce, ce n'est pas buy and sell, ce n'est pas acheter et vendre. Ça veut dire c'est tout ce qui est investissement. L'Algérie a un potentiel pour l'investissement. L'Algérie a un potentiel pour la formation, mais également des échanges, des projets communs, des joint ventures par exemple. On a parlé des membres du raffinage du pétrole, on pourrait parler d'autres choses. On veut voir des joint ventures entre l'Algérie et ces pays-là. Je veux dire que il faudrait que nos frères algériens, je ne veux pas les stigmatiser. C'est pas je suis pas le genre. C'est pas par ici là. D'abord, comme j'ai toujours dit, j'ai beaucoup d'amis algériens et je les ai connus pour la plupart en France et j'en connais beaucoup dans le monde. Donc, je présume qu'ils suivent une présentation comme ça et ce n'est pas dans mon intérêt de mon intérêt de leur heurter. En même temps, ils connaissent mon franc-parler et ils savent que ici, nous faisons des choses sérieuses. Ce que je voudrais dire, c'est que il me semble que pour un pays comme l'Algérie, l'un des meilleurs moyens de réaliser des grandes choses pour un pays comme l'Algérie, c'est, je dirais, pour l'Algérie, c'est de coopérer avec les pays africains dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'éducation, etc., etc. Et de travailler, parce qu'il elle dépend. Le sud de l'Algérie est utilisé comme base arrière. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Niger le dit, le Burkina le dit, le Mali le dit, la Guinée le dit et la Mauritanie le pense. Donc à partir du moment où ils le disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais de travailler à ce que le sud de l'Algérie ne soit pas une base de lancement de la déstabilisation des pays de l'AES, mais plutôt un endroit où peuvent partir beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. On a parlé par exemple de la possibilité pour les pays comme le Nigeria de faire traverser le pipeline sur le territoire du Niger, de le faire aboutir en Algérie et d'exporter son gaz en Europe, notamment en entrant par l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Voilà ce que nous on veut voir. Voilà ce qu'on veut voir, c'est les choses concrètes. Ensuite, il faudrait aussi que nos frères algériens comprennent que le monde bouge. Parce que j'ai lu des choses là sur la toile, dans le sens, l'Algérie n'a rien à foutre du Sahel. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas en ces termes-là que se pose le futur des relations
entre là. Je veux dire que c'est même des réactions très puériles. Hein. J'ai été un peu déçu. Je pense que sur le mur là, on a vu des contributions nettement meilleures et qu'on ne devrait pas lire des choses comme ça. Hein. Parce que si vous voulez, les pays de l'AES aujourd'hui, vu les richesses qu'elles ont l'embarras du choix des partenaires. Ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne change rien. Hein. Les pays de l'AES ont la Russie qui toque à leur porte. La Russie a toute l'expertise dont peut avoir besoin là. Je dis toute. Ils peuvent travailler seulement avec la Russie et s'en sortir éternellement. La Russie a les meilleures écoles d'ingénieurs. La Russie a les meilleurs centres de formation. Ils ont de très grandes entreprises, etc. Donc, ils peuvent construire des relations gagnant-gagnant. Voilà. Les pays de l'AES aujourd'hui, on voit arriver des partenaires européens comme l'Allemagne. On voit arriver des partenaires stratégiques comme l'Italie. Donc, je veux dire que pour ceux qui ont visité l'Europe, vous prenez l'Italie, vous prenez l'Allemagne, c'est même deux puissances industrielles. Hein? C'est deux puissances industrielles. L'Allemagne, c'est une grande puissance industrielle. L'Italie, ça l'est aussi. Hein? Moi, j'ai eu à travailler pour le plus grand groupe industriel italien ici aux États-Unis pour boucler leur compte. Je vous dis que c'est des très grands groupes industriels. Donc, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, les pays de l'AES ont tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir réaliser de grandes choses dans leur espace. Prenez maintenant les partenariats qu'ils ont avec la Turquie. Ça veut dire que pendant que l'Algérie et le Mali et les autres pays de l'AES se chamaillent, la Turquie du président Erdogan organise un forum diplomatique d'Antalya, en profite pour faire venir les ministres des Affaires étrangères de l'AES au forum diplomatique d'Antalya, où au forum diplomatique d'Antalya, ils s'expriment et ça a un très grand écho dans le Moyen-Orient. Ça a un très grand écho au Qatar, ça a un très grand écho en Arabie Saoudite, ça a un très grand écho dans les Émirats arabes, Abu Dhabi, Brunei, etc., etc. Ça a un très grand écho dans les pays du Moyen-Orient. Un très grand écho. Et du coup, l'opinion publique dans les pays du Moyen-Orient prend fait et cause. Et quand vous savez que la Turquie aujourd'hui accueille beaucoup d'immigrants africains, qu'elle traite plutôt bien et qu'elle se positionne pour être un grand hub entre l'Afrique et l'Asie dans le cadre des échanges économiques, ben là encore, on se demande qui est réellement perdant. Qui est réellement perdant? Ça veut dire que, ce que je veux dire à nos frères algériens, on ne peut pas passer toute une vie dans les querelles. Quand j'étais étudiant, je disais d'ailleurs ça à un grand frère Mokram, parce qu'il avait souvent le sang chaud et ça partait très vite. Je disais, Mokram, mon cher aîné, en lui tapotant l'épaule, on ne peut pas passer toute une vie dans les querelles. Il faut bien mettre des choses sur la table qui font avancer. Et on a les moyens. Comme je le dis, dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la pétrochimie, dans la raffinerie de pétrole, dans la liquéfaction de gaz, dans la construction de pipelines, dans beaucoup d'autres choses. Voilà, et c'est de ça que nous voulons qu'on parle. Et non pas toujours de dire on a abattu des drones. Bon, une fois qu'on a abattu des drones militaires, et la suite c'est quoi? Et la suite c'est quoi? Pendant que l'Algérie abat des drones militaires, les Marocains ouvrent des banques au Mali, ouvrent des banques au Burkina, ouvrent des banques au Niger. Pendant que l'Algérie abat des drones militaires, les Marocains construisent des cimenteries au Mali, construisent des cimenteries au Burkina, construisent des cimenteries au Niger. Pendant que l'Algérie abat le drone militaire, les Turcs signent des contrats pour construire des raffineries d'or, des cimenteries, des usines de minoterie pour fabriquer des pâtes, macaroni ou autres, etc., etc., etc. Donc, à l'arrivée, on se demande, je veux dire, quel est le projet? En tout cas, sur cette chaîne, nous n'allons pas arrêter, nous allons poursuivre notre réflexion sur les possibilités de coopération économique bilatérale entre l'Algérie et les pays du Sahel, en espérant que de part et d'autre, les gens reviennent à la raison. Je veux dire, on ne peut pas avoir toute une vie en train dans les querelles, les chamailleries. Deuxièmement, il n'y a rien à faire. Il va falloir que l'Algérie coopère avec les pays de l'AES pour que, à ses frontières, il n'y ait pas d'escalade militaire. J'entends par là que les gens qui viennent poser des actes au Mali, où ils violentent la population malienne, ensanglantent le Mali, et quand ils sont pourchassés par l'armée malienne, ils se réfugient en Algérie, il va falloir qu'à un moment, l'Algérie collabore pour y mettre fin. Hein? J'espère d'ailleurs que la visite du général Langlais, même si en diplomatie, on ne dit jamais tout haut ce qui se fait réellement tout bas, j'espère que la visite du général Langlais en Algérie sera un cadre de travail pour essayer de mettre le doigt sur ce problème et le résoudre. C'est tout. Hein? Autant le dire.
Si vous mettez les 3 forces de l'AES ensemble, l'armée algérienne ne peut jamais venir à bout de ces 3 forces. Surtout quand elles ont le backup d'un pays comme la Russie, qui est militairement plus fort que l'Algérie. Et ce n'est pas ce que nous voulons voir. Ce que nous voulons voir, c'est ce que nous avons vu dès le début. Voilà, une coopération, la construction d'une raffinerie au Niger, la construction d'une raffinerie au Burkina, la construction d'une raffinerie au Mali, etc., etc., etc. Que l'Algérie déploie son savoir-faire, qu'elle fasse ce qu'on voit la Turquie faire dans tous les pays d'Afrique au sud du Sahara aujourd'hui, notamment en Afrique de l'Est. Chaque année, la Turquie déploie un grand salon international de l'industrie turque, où des industries turcs arrivent avec leur savoir-faire, signent des contrats de partenariat et développent des ensembles industriels, etc. Voilà là où ce qu'on attend. Et la Turquie le fait. Pendant que la Turquie le fait, un géant dont on attendait qu'il prouve, qu'il exporte, qu'il amène son savoir-faire pour générer l'indépendance économique, malheureusement, ce géant va se faire engluer dans un conflit qui vraiment n'a pas raison d'être. Je pense que le dit, ce n'est nullement offenser nos frères algériens, mais c'est leur dit, voilà ce que les gens au sud du Sahara attendent d'eux. Moi, j'ai lu des gens qui ont dit que oui, le Mali, c'est rien, mais je peux vous dire une chose. Tant que vous avez des litiges entre le Mali et la diplomatie, les gens ne parlent pas beaucoup. Mais tant que vous avez des litiges entre l'Algérie et le Mali, l'Algérie ne pourra rien faire de bon en Afrique au sud du Sahara. Rien de bon. Si je le dis, je l'ai toujours dit sur cette chaîne, c'est ce qui est arrivé à la France. Quand la France bombardait Laurent Gbagbo dans son bunker en 2010, j'avais dit ici qu'elle avait signé l'arrêt de mort de la France. Je le parlais en tant que responsable des affaires d'un grand groupe industriel français avec près de 50 entreprises. Les positions qu'on avait en Afrique se sont effondrées. Après le bombardement de Gbagbo, les gens disaient, vous savez, ils disaient, écoutez, nous on va plus travailler avec vous, mais on vous dit ça parce que vous êtes notre frère africain, mais et voilà. Et moi je partais aux États-Unis et c'est ce qui s'est passé derrière. On a perdu toutes les positions. On a perdu toutes les positions. Peut-être est-ce pour ça que vous voyez aujourd'hui en France, on ne veut plus que Sarkozy revienne. Parce qu'il a fait courir un risque à la France. Je veux dire que dans un monde aujourd'hui où les Chinois viennent proposer du commerce, les Turcs viennent proposer du commerce, l'Arabie Saoudite vient proposer du commerce, le Qatar vient proposer du commerce, des investissements, la reprise des aéroports, la modernisation, la construction, la gestion des ports, la création des corridors routiers, etc., 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 en but d'opérer transfert, des choses comme ça. Les présidents africains accueillent vous avez vu aujourd'hui, dernièrement, le Niger, on va faire une vidéo dessus. Le Niger a signé un grand contrat avec un grand conglomérat indien, des Indiens de l'Inde, mais également des Indiens natifs du Kenya, pour développer un complexe où ils vont raffiner de l'or et faire des barres d'or et transformer jusqu'au bijou. Donc, pendant que les gens rentrent, signent des contrats, nous attendons. Je veux dire, ça nous fait mal de voir que l'Algérie, elle est encore toujours dans les querelles. Franchement. Donc, nous allons continuer sur cette chaîne à parler des possibilités de partenariat, de commerce, d'échange entre l'Algérie et les pays d'Afrique au sud du Sahara. En espérant que très rapidement, les gens vont mettre de l'eau dans leur vin et qu'on va revenir à une situation où les pays du Sahara et l'Algérie développent les potentiels que les uns et les autres ont en commun. Voilà, c'est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir des banques algériennes, des compagnies d'assurance algériennes, des industries, des écoles de formation, des contrats de partenariat, etc. En tout cas, ça ne nous apporte rien, l'abattage d'un drone. Mais alors, rien du tout. Voilà, rien du tout. Je souhaitais le dire, je le dis ça dans un esprit pacifique, et non pas dans un esprit de provocation, de défiance, de querelle ou quoi que ce soit. En espérant que la petite communauté que nous avons sur notre chaîne, là, nous allons continuer à travailler et à apporter des solutions, des échanges constructifs pour construire quelque chose qui peut être solide entre l'Algérie et les pays au sud du Sahara. Voilà. C'est l'objectif de cette présentation. Je vous remercie. Je vous prie de mettre un like sur la vidéo, de vous abonner et d'inviter vos amis à s'abonner, de partager la vidéo sur votre page. Voilà, restez scotché ici. Souscrivez le membership car sur notre chaîne, le meilleur est à venir. À tous et à toutes, je souhaite de passer une bonne et agréable semaine. Bye.